Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Félix Tshisekedi Tshilombo devient désormais le 5e président de la République. Tous les symboles du pouvoir lui ont été remis, soit par le président de la Cour constitutionnelle, soit par le président Joseph Kabila Kabange. Ce jour-là, une page inédite de l'histoire de la République démocratique du Congo s'écrivait. Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir, s'en va et cède la place à son successeur, Félix Tshisekedi. Ce n'était jamais arrivé au Congo en 60 ans d'indépendance. C'est un symbole très fort, une image pour la postérité. C'est une image qui va rester dans les annales de l'histoire de la RDC. Et ça, peu importe qui l'on a soutenu pendant cette crise, que l'on soit pour Joseph Kabila, pour Félix Tshisekedi et même pour Martin Fayulu, tout le monde se retrouve autour de ce symbole de la passation pacifique de pouvoir. Ce n'était jamais arrivé. Yvon Mouya est enseignant-chercheur à l'école d'études des conflits de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Le journaliste congolais couvre les conflits politiques en RDC depuis près de 20 ans. En 2022, il publie La Révolution congolaise, Kabila, la rue et l'alternance. Un titre évocateur qui retrace ces années où tout a basculé. Pour le chercheur, quel que soit le camp politique, ce passage historique du flambeau sera désormais fondateur du discours politique à Kinshasa. Écoutez, les kabylistes diront, regardez, c'est nous qui avons mené ce pays à l'alternance. C'est nous qui avons conduit ce pays. Mobutu ne l'a pas fait, Kasavubu ne l'a pas fait, Mosé Laurent, Désiré Kabila ne l'a pas fait. Mais nous, kabylistes de Joseph Kabila, nous avons conduit le pays à cette alternance. Les tshisekédistes diront avec l'UDPS, après 37 ans de lutte dans l'opposition, voilà, nous sommes parvenus au pouvoir et c'est nous qui bénéficions de cette alternance. Le symbole de l'UDPS qui accède au pouvoir, c'est quand même aussi un événement, la première formation politique de l'opposition qui a affronté Mobutu, qui a incarné la démocratie pendant très longtemps et qui parvient au pouvoir. Et même les fayoulistes, vous savez, il y a ceux qui vivent ce moment dans l'allégresse, Kabila, Tshisekedi et leur camp, et d'autres dans la douleur comme Martin Fayulu par exemple, qui sera peut-être hanté par ce moment parce qu'il conteste les élections du 30 décembre 2018. Et ce moment va être un moment marquant de son histoire politique et de sa vie politique. Alors pour tout le monde, oui, ce moment, c'est un moment historique. Regardez la région des Grands Lacs ou l'Afrique centrale dans son ensemble. Ce n'est pas une région qui est réputée pour des élections crédibles ou pour les changements politiques de façon démocratique. Alors que ça se passe en RDC, c'est comme si le pays de Joseph Kabila, de Félix Tshisekedi et de Martin Fayulu s'est posé en locomotive pour pousser le reste des pays de la région. Donc pour toutes ces raisons, la République démocratique du Congo a vécu un moment historique ce 24 janvier 2019.
d'une répression sanglante. Il y a au moins 17 des violences qui ont éclaté hier à Kinshasa. Elles ont opposé les forces de l'ordre. Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est 5h30 à Paris et Kinshasa, 4h30 en temps universel. La France est extrêmement préoccupée et appelle une nouvelle fois au respect de la Constitution. En cette année 2016, Joseph Kabila est à la une de tous les journaux. Et pour cause, le président congolais s'apprête à achever son dernier et ultime mandat à la tête du pays. Mais pour l'opposition, rien ne garantit le départ du chef de l'État. Alors on ne va pas quand même occulter le fait que cette alternance vient tout de même après des longs mois, voire des années d'affrontements dans la rue. Ça commence en 2015 avec le projet de loi de modification de la loi électorale. Et puis en 2016 avec ce fameux, le 19 décembre 2016, Joseph Kabila doit partir. La mobilisation dans la rue va concentrer toutes les frustrations, les partis politiques, la société civile, le mouvement citoyen et tout ce monde forme un bloc pour contester un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila. C'est des événements, l'intervention policière, l'affrontement dans la rue. Donc oui, on ne peut pas occulter le fait que ce symbole, bien que très fort, est aussi le résultat de la mobilisation du soulèvement populaire à Kinshasa. Nous appelons notre livre la révolution congolaise. Et oui, la révolution, ça peut être la révolte, les manifestations quotidiennes. Le soulèvement populaire, c'était d'ailleurs les slogans soulèvement, désobéissance civile. Tous ces concepts ont été évoqués, mis en avant par l'opposition pour faire face à ce qu'ils considéraient comme la volonté de Joseph Kabila de confisquer le pouvoir, de se représenter pour un troisième mandat et de rester à vie à la présidence. C'est en tout cas ce que disaient les opposants. Alors que la répression commence à avoir ses effets sur la mobilisation, l'opposition doit compter sur un soutien de taille, celui de la société civile, au premier rang de laquelle l'Église catholique. Cette crise politique-là devient simplement sociale. Il y a bien sûr le débat politique du troisième mandat, d'interprétation de la Constitution, mais la mobilisation populaire que l'on voit à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, en Mbuji-Mayi, c'est à la fois la soif des changements, mais c'est aussi et surtout l'expression des malaises sociaux. On est dans un pays riche, potentiellement riche, mais à la population pauvre, la majorité qui vit sous le seuil de pauvreté, ça on le sait, les chiffres en parlent. On a au moment de cette crise jusqu'à 70% de la population congolaise qui vit avec moins de $1 par jour. C'est une pauvreté extrême et tout ça fait que la lutte contre un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila, c'est les lieux de venir exprimer toutes ces frustrations. C'est comme ça qu'on voit une grande organisation sociale comme l'Église catholique qui est une des congrégations majoritaires, si ce n'est la plus importante du pays, qui va intervenir dans les champs politiques pour donc faire passer le message. On se souvient de cet harangue de l'emblématique Laurent Monsengo, que les médiocres dégagent. C'était une sorte de slogan qui va remobiliser davantage les gens qui étaient déjà presque affaiblis par la répression. Et donc l'Église catholique, en disant que les médiocres dégagent, avait peint un tableau très sombre de la situation socio-économique du pays. Et donc pour ces raisons-là, les gens ont voulu aussi dire qu'ils en avaient assez de souffrir et qu'il était temps d'aller au changement politique à la tête du pays. L'Église catholique, mais aussi les mouvements citoyens, l'autre acteur incontournable de la contestation anti-Kabila. Lucha, la lutte pour les changements, Filimbi, les Congolais debout et autres, ils sont aux premières loges de la mobilisation. Avec ses environ 2000 membres, la Lucha est le mouvement citoyen le plus redouté. Le fait est que les gens n'avaient plus d'alternative.
qu'il n'avait plus d'autre choix que celui de se mobiliser. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui disaient « De toute façon, que je sorte ou que je ne sorte pas pour manifester, je suis déjà un homme mort, mort de faim. » Il y avait ce discours-là qui était très radical parce que les gens n'avaient pas d'alternative socio-économique. La répression était là, mais on se dit, en restant à la maison sans manifester, je peux toujours mourir de faim ou de maladie. Je préfère sortir, manifester, et si je meurs, mes camarades me pleureront dignement. Cette détermination ne suffit pourtant pas pour éviter le glissement, le maintien de Joseph Kabila au-delà du 19 décembre, date d'échéance de son ultime mandat. Pourquoi, contrairement à Blaise Compaoré, chassé par la rue au Burkina Faso, Joseph Kabila réussit à poursuivre son bail au Palais de la Nation? Dans son ouvrage, Yvon Mouya s'est penché sur la question. Un facteur l'a particulièrement intéressé, le système Kabila. Alors que la crise politique bat son plein dans le pays, le magazine britannique The Economist répertorie 51 régimes autoritaires dans le monde, parmi lesquels la RDC de Joseph Kabila. Autrement dit, des régimes susceptibles de mater toute contestation. À Kinshasa, le sujet fait débat. Joseph Kabila est la cible numéro 1 des manifestations. L'opposition le décrit comme un leader autoritaire. L'opposition le décrit comme un dictateur. Vous savez, Étienne Tshisekedi a même cherché qu'on puisse le ligoter, ce dictateur, cet usurpateur. Martin Fayoulou le qualifie de tyran, tout comme les autres opposants. Alors, dans le clan Kabila, qu'est-ce qu'on rétorque? On dit que ce n'est pas du tout ça la définition du régime qu'ils ont servi. Joseph Kabila était pour certains de ses lieutenants un leader qui était dans un dirigisme sécuritaire. Alors pour ses partisans, Joseph Kabila vient dans un contexte compliqué. Il prend le pouvoir à la suite de l'assassinat de son père. Et puis le pays est divisé. Le MLC a sa part de territoire, le RCD Goma et toute la mosaïque RCD, le pays est morcelé. Alors pour les partisans de Joseph Kabila, un tel pays, on ne le tient pas dans une sorte de laxisme politique, mais d'une main un peu ferme, un peu de dose de sécurité. C'est comme ça qu'on pense que Joseph Kabila était plutôt dans un dirigisme sécuritaire plutôt que dans un autoritarisme, dans un régime autoritaire ou dans une dictature. Quoi qu'il en soit, nous pensons que Joseph Kabila était plutôt dans un autoritarisme doux. L'autoritarisme doux, c'est différent des systèmes autocratiques, durs, robustes, qui répriment. Joseph Kabila semble être dans une sorte d'utilisation de la violence limitée. Ce n'était pas un régime policier en tant que tel, mais un régime qui alternait entre violence, discussion, distribution d'allocations à gauche, à droite pour maintenir son pouvoir. On le voit même à travers cette crise qui va s'appuyer sur ce que Édouard Chaz appellerait le noyau engagé des partisans. Grâce à ce noyau, un tel régime va parler à la société au travers des différents canaux de mobilisation. D'abord, les lieutenants politiques dans les états-majors qui vont coaliser. Vous savez, avec le FCC qui était une sorte de mobilisation politique de tous bords, tout le monde est dans le FCC et parle à la société à différents niveaux. Ce noyau ne se limite pas au gouvernement dans les provinces, dans les gouvernements provinciaux, mais le noyau peut conquérir les pans entiers de la société. Les églises, vous savez, les pasteurs sont mis à contribution. Vous avez aussi les musiciens, la culture est également intéressée. Les gens vont chanter à la gloire du chef de l'État. On va mobiliser la population dans des croisades, des campagnes de prière pour sauver la nation. Tout ça fait que le leader d'un tel régime
pas dictatorial, mais autoritaire, d'où, selon la compréhension d'Edouard Chaz, un tel leader va essayer de retarder l'échéance d'un possible effondrement de son régime. Et on le voit, Joseph Kabila s'en sort, si on le compare par exemple avec Blaise Compaoré au Burkina Faso, qui lui va être chassé lors d'une insurrection éclair menée par les jeunes des mouvements citoyens burkinabés de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui justifie aussi le fait que Kabila se maintient? Ces deux éléments. Joseph Kabila est dans un système qui a longtemps bénéficié du soutien international. Il est à la tête de ce qu'on a appelé le 1+4, un système de gouvernance inédit dans le monde entier. On a un président qui est accompagné par 4 vice-présidents. Tout ça a mobilisé la communauté internationale. Le pays sort d'une longue guerre et va bénéficier de ce soutien financier, matériel, militaire et la prime au sortant. C'est Joseph Kabila qui va beaucoup en bénéficier et ce soutien va rester permanent pendant longtemps. Les Louis Michel, tous les grands dirigeants européens qui vont de temps en temps passer à Kinshasa. Alors c'est ce soutien international qui souvent permet aux régimes qui sont contestés de perdurer, même si on a vu qu'à la fin, Joseph Kabila perd quand même ce soutien avec toutes les sanctions qui sont tombées visant les généraux, les gens de sa garde rapprochée. Ce soutien va commencer à s'effriter, mais le soutien était quand même bien là. Un autre élément le plus important pour moi, c'est le soutien de son appareil sécuritaire qu'il n'a jamais lâché. Si on était dans une perspective de maintien au pouvoir, l'armée reste avec Joseph Kabila, la police également. Le chef de l'État n'enregistre pas de défection, hormis peut-être le colonel John Chibangu, mais il a été tout de suite neutralisé. Vous voyez, Joseph Kabila est quelqu'un qui a contrôlé son armée, donc il a réussi à obtenir ce fameux glissement et pour aller encore 2 ans supplémentaires à la tête du pays. Le professeur Moda, c'est un politologue d'expérience qui est un grand spécialiste d'Afrique. Alors ce qu'il dit, lui, c'est qu'en s'appuyant sur mes analyses, il soutient que les régimes politiques ne peuvent pas changer dans la plupart des cas si l'armée et les services de sécurité sont avec le pouvoir en place. On l'a vu par exemple en Égypte où après la chute de Hosni Moubarak, il y a eu un changement, mais un bref changement des frères musulmans qui ont pris le pouvoir. Mohamed Morsi, qui a succédé à Moubarak, n'a pas tenu longtemps. Il a été renversé par les militaires. Cela veut dire tout simplement que les militaires n'avaient pas totalement lâché le régime de Hosni Moubarak parce que maintenant c'est le général Al-Sisi qui a repris le contrôle du pouvoir. Donc il faut dans l'analyse regarder l'attitude de l'armée, de l'appareil sécuritaire. Lorsque leurs intérêts sont en jeu, l'armée agit selon ces intérêts-là. Lorsqu'ils ont la garantie que leurs intérêts seront préservés, alors les militaires se positionnent souvent dans ce sens-là. Est-ce qu'ils vont choisir le statu quo ou un changement qui pourrait leur être fatal? Alors ça, c'est ce qu'il faut aller regarder. Est-ce que dans le cas congolais, si on était dans une logique de maintien coûte que coûte le pouvoir, quelle a été la prise de position de l'armée? C'est un élément d'analyse intéressant. Toutes ces raisons, si vous comparez à un Blaise Compaoré, ça n'a jamais été le cas. Un dernier élément, peut-être si on compare davantage les deux situations au Burkina Faso et au Congo, le Burkina Faso est en première ligne de ce qu'on peut qualifier de test de mobilisation populaire, de révolution des rues après les manifestations du printemps arabe au Maghreb. Le Burkina Faso est en première ligne de ces manifestations qui vont avoir lieu dans l'Afrique noire après le Sénégal en 2012 où Y'en a marre, le mouvement populaire citoyen du Sénégal qui va lutter contre un troisième mandat d'Abdoulaye Wade, s'est
Compaoré qui est véritablement l'homme qui est dans le laboratoire de la révolution populaire en Afrique noire et qui va être fauché. Alors pour les restes des dirigeants, c'est une sorte de leçon qu'ils vont avoir. Ils ont le temps de se préparer. Est-ce que Joseph Kabila a appris la leçon de ce qui s'est passé au Burkina Faso? C'est possible. Est-ce que Denis Sassou Nguesso, par exemple, est-ce que Nkurunziza, tous ces dirigeants sont confrontés par la rue chez eux après la chute de Blaise Compaoré? On peut en déduire qu'ils ont eu le temps de se préparer s'ils étaient dans une logique de maintien au pouvoir par rapport à la contestation qui était contre eux dans la rue. L'alternance arrive, bien évidemment, malgré les confrontations, malgré le glissement, les Congolais parviennent à aller voter le 30 décembre 2018. Et là, on a 3 acteurs qui vont se dégager. Joseph Kabila, bien sûr, qui va se retirer, mais qui va lancer son dauphin, Emmanuel Ramazani Shadari. Ce dernier va échouer. Et de l'autre côté de l'opposition, Félix Tshisekedi pour l'UDPS et la coalition Cash, ainsi que Martin Fayoulou qui porte les couleurs de l'Amouka. 3 hommes clés pour un sprint final vers l'alternance. Alors tout ça se transforme en transition politique et avec une question délicate, l'avenir de Joseph Kabila. À ce niveau, on a eu l'impression que le débat n'était plus tout à fait électoral, mais sur l'avenir de Joseph Kabila. Et là, ce qu'on va faire, ce qu'on va regarder, l'attitude de 2 opposants principaux qui étaient dans la course pour lui succéder, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Dans la transition politique de cette envergure, qui a une telle nature délicate, le comportement des opposants, c'est quelque chose qu'il faut analyser de très près. Et là, vous pouvez le voir le 8 janvier, quand les 2 acteurs clés de l'opposition accordent une interview à Top Congo. C'est là qu'on peut voir comment ils se comportent. On a un Félix Tshisekedi qui est considérablement modéré, conciliant, qui donne des gages à Joseph Kabila. Et de l'autre côté, Martin Fayoulou qui fait un effort d'aller dans la même direction, mais tout en restant ferme dans son approche vis-à-vis de Joseph Kabila, en évoquant la loi, pendant que Tshisekedi se porte garant face à quiconque oserait toucher Joseph Kabila. On est dans un duel totalement inédit, avec 2 approches totalement différentes vers l'assaut sur le fauteuil de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi va bien sûr l'emporter. C'est lui qui a su gagner dans les urnes. Et là, il donne des gages à Joseph Kabila. Le livre que j'écris n'a pas pour ambition de juger de ce qu'a été les résultats de ces élections. Les Congolais ont voté, nous n'en sommes pas là. Mon livre, il s'attarde sur l'attitude, le comportement des opposants face à une transition délicate concernant l'avenir d'un chef de l'État. On parle quand même de Joseph Kabila, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, qui doit s'en aller. Il est très riche, c'est comme ça qu'on les présente. Il vient de diriger les services de renseignement, l'armée et la police. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de gages pour s'en aller. Dans la transitologie, c'est ce qu'on a vu dans différents pays, le Chili, l'Angola et bien d'autres pays où les dirigeants ont été des leaders très forts, comme Joseph Kabila. Il y a toujours cette volonté de donner des gages aux sortants pour faire réussir la transition démocratique. Alors, est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il été celui qui a eu le bon mot? En tout cas, les élections lui ont donné les résultats que l'on connaît. Et Martin Fayoulou a-t-il été dur? Ce qui est vrai, c'est que Martin Fayoulou a, tout au long de sa trajectoire, est apparu comme une sorte de Tshisekedi, Étienne bis, avec une approche radicale. D'ailleurs, il y a même
un membre important de l'UDPS qui n'hésite pas à le qualifier de futur Étienne Tshisekedi pour sa position radicale, fermeté, et voilà. Donc ça va caractériser sa ligne, c'est son approche, c'est sa stratégie d'être le plus dur. Là où Félix Tshisekedi a plutôt opté pour une approche plutôt incrémentale, diplomatique, conciliante. Cette approche d'ailleurs de Félix Tshisekedi va l'aider à mener une coprésidence très difficile. Joseph Kabila est parti, Tshisekedi est installé, mais il doit composer avec une coalition FCC très forte qui a plus de 300 députés à l'Assemblée nationale, un président minoritaire qui est dépourvu de tout pouvoir. Comment il va s'en sortir? Mais il va utiliser effectivement la même stratégie, une approche incrémentale, c'est-à-dire agir par conciliation, par petits pas, supporter les insultes, parfois les humiliations sur les grandes chaînes internationales de la part de ses ministres, des membres des grandes institutions. Félix Tshisekedi patiente mais avance petit à petit ses pions jusqu'à ce jour où sonne le glas de la coalition FCC-Cash dont il déclare la mort. Un certain 6 décembre 2020, c'était la fin de la coalition et pour beaucoup en tout cas l'effondrement définitif du régime de Joseph Kabila, dont la fin avait commencé le 24 janvier 2019 et qui vient se confirmer ce jour-là où Félix Tshisekedi mettait fin à la coalition avec son alliance avec le FCC. Donc voilà ces trois acteurs, mais chacun jouant sa partition. Joseph Kabila qui quitte le pouvoir mais qui gagne des sièges, qui reste en embuscade, dirait-on. Félix Tshisekedi qui se montre conciliant, qui est déclaré vainqueur de l'élection, mais qui va agir par incrémentalisme, par ruse, prudence, diplomatie. C'est ce qui les caractérise même aujourd'hui dans la crise dans l'Est du pays. Il avance souvent par la diplomatie, par la conciliation, par l'attente, la patience, etc., etc. C'est peut-être son mode opératoire que les Congolais apprennent à comprendre depuis qu'il est au pouvoir. Donc, et de l'autre côté, Martin Fayulu, qui jusqu'aujourd'hui reste droit dans ses bottes, dans une position très ferme, qui fait dire de lui qu'il est dans une posture tshisekédiste, père radical. On verra où l'amènera cette posture. Y a-t-il eu révolution à Kinshasa? C'est le débat de tous les scientifiques. Et ce débat n'est pas nouveau en Afrique, où on a tendance à évincer du débat public la notion de révolution dans les manifestations. Alors lorsque vous regardez ce qui s'est passé à Kinshasa, à Goma, Bukavu, Mbujima et partout entre 2015 et 2018, quels étaient les slogans des manifestants? C'était soit soulèvement populaire, désobéissance civile, soit révolte populaire. Certains disaient Burkina Faso. Burkina Faso évoque pour les Kinois le fait qu'un régime est tombé, chassé par la rue à Ouagadougou et qu'on pouvait reproduire la même chose. Même si vous avez un Lambert Mende qui dit que les révolutions ne se transposent pas, la RDC n'est pas le Burkina Faso, mais pour ceux qui manifestaient, pour ceux qui étaient dans la rue, ils étaient dans une logique révolutionnaire parce qu'ils avaient soif de changement. Ils se définissaient comme ceux qui voulaient obtenir le changement. Alors la révolution, c'est un concept parapluie, comme dirait Donald Horowitz. C'est un concept qui englobe une multiplicité de sens. Vous avez la révolution culturelle, la révolution industrielle, vous avez la révolution dans tous les domaines, la révolution politique qui vise les changements dans la structure de l'État, dans l'appareil de l'État. Alors ceux qui manifestaient-ils pourquoi? Pour obtenir un changement
dans l'appareil de l'État congolais. Est-ce qu'ils ont parvenu à le faire? La réponse est non dans un premier temps parce qu'il y a eu glissement et puis il y a eu des élections plus tard. Alors, l'analyse des phénomènes révolutionnaires ne concerne pas seulement les concepts en lui-même, ça concerne aussi les acteurs. Vous savez, les acteurs qui se définissent, qui vont entamer un processus de révolution. Il y a des affrontements dans la rue qui peuvent aboutir ou pas au changement. Alors on peut analyser ce qui a fonctionné, ce qui a fait réussir ou pas une approche révolutionnaire, peu importe un mouvement de révolte, désobéissance civile, etc. Vous savez, c'est devenu un concept tabou. La dernière trouvaille, c'était le printemps arabe qui avait pour objectif d'éviter de parler des révolutions en se cachant derrière ce concept qui fait beau, très beau, le printemps. Mais pourtant, les gens à Tunis, à Sidi Bouzid, en Égypte, s'étaient mobilisés pour obtenir un changement dans l'appareil de l'État. On ne peut pas dire que c'était différent à Kinshasa quand les gens manifestaient contre Joseph Kabila. Quelle contribution apportez-vous à la compréhension du conflit en RDC avec votre livre? L'analyse de ces événements du troisième mandat ou de lutte contre un troisième mandat de Joseph Kabila, c'est un livre important que nous apportons qui pourrait servir les étudiants en journalisme, les étudiants en sciences politiques à l'université de Kinshasa, à l'université de Lubumbashi, à Kisangani, un peu partout, et qui pourront voir comment on peut analyser les phénomènes de même nature comme la contestation politique, la désobéissance civile, la lutte autour du pouvoir, etc., etc. Nous sommes dans une année électorale maintenant. Les gens pourront voir quelles sont les stratégies que des part et d'autre l'on met en place pour aller conquérir le pouvoir. Cela peut être le débauchage, cela peut être le démantèlement du camp en face, cela peut être le recrutement dans son propre camp, etc., etc. Mais tout ça, on peut le voir en lisant La Révolution congolaise, le livre que nous publions et qui analyse tous ces aspects. Donc bref, les conflits dans lesquels les acteurs sont engagés dans une lutte acharnée pour le pouvoir, on retrouve tout, les théories politiques, les théories des changements des régimes, les théories des révolutions sociales, les théories que l'on puise en études des conflits, en sciences politiques, en sociologie politique, en journalisme. Tout ça, c'est un beau mélange pour comprendre les phénomènes politiques en RDC et partout en Afrique.